Bonsoir à tous. Donc moi c'est Thomas, au cas où vous ne l'auriez pas entendu avant. Je vais vous parler de WordPress 5.0 et de Gutenberg. Donc je ne sais pas si déjà c'est quelque chose qui résonne un petit peu pour vous. Il y en a combien parmi vous là, qui savent déjà de quoi je vais parler à peu près? Ça fait déjà presque une moitié. On est pas mal. Donc d'abord, c'est moi. Donc voilà, j'ai bossé quelques années dans des agences cannaises. Aujourd'hui, je ne bosse plus dans des agences cannaises, je bosse pour des agences cannaises en indé. Je bosse avec certaines personnes dans la salle. Pour certains, on a des projets en cours en test, on va voir. Donc je suis un peu couteau suisse, je fais du front, du back et surtout du WordPress. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que Gutenberg? Et en fait, Gutenberg, c'est le nom dont tout le monde parle, et en fait, ce qui se cache derrière, c'est vraiment WordPress 5.0, la prochaine version majeure de WordPress qui va arriver. Aujourd'hui, on a un 4.9.5. Initialement prévu pour avril-mai 2018. Aujourd'hui, la roadmap est toujours pas fixée, donc autant vous dire que c'est pas demain que ça va sortir, mais voilà, ça sort. Va y avoir de nouvelles fonctionnalités, on n'a pas encore la liste. Mais il y a une chose dont on est sûr, il y a une chose qu'on sait au moins, c'est qu'il y aura un nouvel éditeur de contenu qui s'appelle justement Gutenberg. Donc, je vais aller assez rapidement, je pense, parce que 20 minutes c'est court. Et Gutenberg, en vrai, il y a un vrai sujet, et il y a plein de choses à dire. Donc l'état des lieux, aujourd'hui, qui a déjà utilisé du WordPress, qui a déjà rentré des articles dans du WordPress? Ouais, ça fait un bon 3/4. Ouais, voilà, ça fait presque tout le monde. Donc si je vous montre cette interface-là, et en plus j'ai volontairement pris une vieille version de WordPress encore avec le vieux design sur le côté. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. On a un éditeur typé Word, OpenOffice Writer, etc. Et puis sur le côté, on va avoir nos options de publication, les options pour catégoriser et ajouter des tags à nos articles. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on a en fait depuis 10 ans. C'est un éditeur de texte qui est simple. C'est un bloc de contenu, c'est du monolithique. Et en fait, on va mettre du texte en forme et au travers de ce texte-là, on va pouvoir ajouter des blocs d'images, on va pouvoir ajouter éventuellement d'autres médias. Il y a eu des améliorations progressives, notamment quand vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous mettez une URL YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc., en fait, il y a directement un petit embed avec la vidéo qui s'affiche directement dedans. Voilà, c'est des petites choses qui se sont ajoutées. Au fur et à mesure du temps. Il y a aussi l'insertion de shortcode. Donc là c'est pareil, est-ce que je parle chinois? Est-ce qu'il faut... Donc les shortcodes en fait c'est des tout petits bouts de code ultra simples, assez faciles à retenir généralement quand les gens les font bien, qui vont générer un rendu complexe. Un truc, une carte Twitter, j'ai pas trop d'autres exemples, c'est aussi utilisé pas mal pour faire des mises en page en colonne, etc. Au sein des articles. Mais l'inconvénient de ces shortcodes-là, en fait, c'est que tout simplement, on ne voit pas le rendu. On voit le shortcode, mais on ne voit pas le rendu final que ça va avoir quand on va afficher l'article. Donc des fois, il y a quand même des gens qui ont rajouté dans l'éditeur, là, qui rajoutent des petits boutons pour qu'on puisse ajouter des shortcodes plus simples, qu'on n'ait pas à retenir toute la syntaxe. C'est pas toujours le cas. Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce qui va arriver? Donc là je sais pas si pour ceux du fond vous voyez un peu, si vous arrivez à distinguer un petit peu tout ce qui se passe à l'écran. Donc on garde toujours notre menu sur la gauche, jusque là pas de révolution. Par contre effectivement là, ça va changer. On a la zone de création d'articles qui est là, qui est juste toute blanche. Et ensuite, on va avoir des petites zones d'options. Là, ça va être nos options de publication ici. Là, on va avoir les zones pour ajouter des blocs, revenir en arrière, etc. On va toujours retrouver, des... là, je suis sur un article e-commerce. On va toujours retrouver nos champs supplémentaires.
tous les champs spécifiques à des pages, genre type les produits au commerce vont toujours se retrouver en bas. Par contre, cet éditeur-là, effectivement, il va changer. Qu'est-ce qui change? C'est qu'en fait, on va avoir juste une zone blanche sur le titre. Et ensuite, zone blanche là. Et on va fonctionner par un système de blocs. Alors, j'avance un petit peu. Voilà, une fois qu'on a commencé à rédiger notre article, voilà comment ça va se présenter. On va avoir, en fait, là, c'est une suite de blocs de texte. Et donc, en fait, nos options de mise en page de texte, elles vont arriver juste là. Donc là, pas de surprise, l'iconographie ne va pas changer. Donc normalement, on devrait s'y retrouver de façon un peu plus simple. Par contre, quand on va être en focus en fait, sur un des blocs, on va avoir toute la configuration de ce bloc de façon beaucoup plus détaillée qui va apparaître sur la droite. Donc cette colonne de droite, contrairement à l'éditeur qui est en place aujourd'hui, elle va être contextuelle. En fait, en fonction de ce sur quoi on est concentré, ce qu'on est en train d'éditer, en fait, on va avoir des options avancées qui vont être là. Et si on n'a rien de particulier de sélectionné comme au départ, en fait, on va avoir les options générales du document. On va retrouver nos options de publication. Là, ici, on va retrouver les catégories et les tags. On va retrouver d'autres choses là, en fait, qu'on retrouvait initialement dans les pages. Donc pour synthétiser un petit peu tout ça, en fait, Gutenberg, on passe d'un éditeur de texte standard type Word à un système de construction de contenu par des blocs. Donc là, on a vu dans les images précédentes en fait, des blocs de texte, tout simple. Maintenant, il y a une multitude de blocs qui sont disponibles et il y en a encore plus qui seront à venir. Donc on a les blocs texte, forcément on va avoir des blocs d'images, des galeries d'images, des citations, on va pouvoir avoir des tableaux, du code formaté, du HTML fait à la main, pour les plus geeks d'entre nous. On va avoir des morceaux de boutons, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, toute la beauté un petit peu de ce système-là, c'est que quand on insère un bloc, on va le configurer et il va s'afficher dans le back-office, directement pendant la rédaction, tel qu'il va s'afficher directement quand il sera publié. C'est-à-dire que le rédacteur n'aura pas de surprise. Ça permet, notamment quand on fait des formulaires, j'ai une pensée qui me vient, les formulaires aujourd'hui dans WordPress, on ne peut pas les faire, on ne peut pas les intégrer dans une page de façon visuelle. On est obligé de préparer le formulaire dans un plugin, type Contact Forset, Caldera ou je ne sais quoi autre. Et après, en fait, on va insérer le shortcode. Et donc, en fait, quand on rédige notre article, la seule chose qu'on va voir, c'est le shortcode. On ne verra pas du tout comment va s'articuler le formulaire dans notre article, comment ça va se rendre. Là, en fait, avec Gutenberg, on aura un rendu. C'est là que ça devient intéressant. Donc on va avoir aussi sans doute une meilleure gestion du responsive. Donc ça, je dis sans doute parce que le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'était prévu initialement pour avril 2018. On est loin d'y être. C'est que c'est encore en développement. Donc, si tout n'est pas là pour ceux qui ont la curiosité et l'impatience de tester, c'est encore en cours d'évolution. Donc théoriquement, ça permettra une meilleure gestion du responsive à travers des configurations par bloc. Justement, on pourra configurer bloc par bloc, image par image, le comportement de ces derniers pour le responsive. On pourra dire telle image, en fait, elle va prendre tant de largeur sur le responsive ou pas. Et on pourra le configurer une autre image différemment. Pareil pour les blocs de texte. On pourra imbriquer des blocs. Donc ça a une grosse importance en fait. Parce qu'il y a des blocs, c'est pas que des blocs de contenu, il y a aussi des blocs de mise en forme, type les colonnes. Et là, on va pouvoir voir directement nos colonnes bien alignées, qui vont bien pendant qu'on rédige. Et ces blocs, on peut les imbriquer. Donc on va pouvoir imbriquer des colonnes dans des colonnes, on va pouvoir un petit peu imbriquer les blocs comme on veut. Donc après, ça donne une liberté de construction qui est quand même assez puissante. Bien sûr, pour les devs, pas de panique, on aura la possibilité de créer assez simplement des blocs sur mesure via une API qui est déjà documentée. Aujourd'hui, vous pouvez déjà vous amuser avec. Pour info, c'est basé sur du React.
Donc, pareil, c'est pas du spécifique WordPress. Voilà, ils ont essayé aussi de s'harmoniser avec ce qui se fait de bien aujourd'hui. Les objectifs annoncés de Gutenberg, pourquoi ça sort, pourquoi ça arrive un petit peu en force, c'est qu'il y a un objectif à long terme. Aujourd'hui, voilà, c'est un éditeur de contenu. Donc voilà, c'est la rédaction d'un article ou d'une page. Maintenant, la volonté, c'est de transférer ce système de blog, ce système de trucs qu'on module à droite à gauche, de le transformer, d'aller plus loin avec, et sur cette même base, d'aller faire un page builder, et plus tard, un site builder. On a entendu dans des conférences, pour ceux qui ont vu les confs de WordCamp Paris cette année, il y a justement un des mecs des développeurs de Gutenberg qui était là et qui parlait justement des objectifs, et on a entendu un petit mot, Wix. En fait, le but, c'est d'aller marcher un petit peu sur leur plate-bande. Ça n'a pas été dit comme ça, mais dans la vraie vie, voilà. Wix, c'est un générateur de sites. Qu'est-ce qu'il y a dans le même genre? Il y a Jimdo, Strikingly. Voilà. Tout ça, c'est des sites builders qui permettent de générer du site sans savoir coder. En fait. On déplace des blocs, on construit notre site page par page, et bloc par bloc, on module un petit peu comme on veut. Pas une ligne de code, c'est du glisser-déposer avec la souris. Donc il y a une volonté d'aller sur ce marché-là, mais en open source, en gratuit, et en possibilité de l'auto-héberger sur vos propres serveurs et d'en faire ce que vous voulez derrière. Et de le vendre sur wordpress.com. Alors, dans la sphère WordPress, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était une révolution, il y en a d'autres qui disent que ouais, mais pas tant que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change des choses, et pour pas mal de gens. Voire presque pour tout le monde, en fait. Déjà, ça va changer des choses pour les clients. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la différence entre la première et la deuxième interface. Il y a un petit gap. Et si vous lâchez votre client devant cette deuxième interface sans l'avoir formé au préalable, vous allez avoir des problèmes. Lui aussi d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il va falloir prévoir le coût de la formation pour vos clients. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper cette migration. De vos sites existants. Pour ceux qui en ont. Quel coût, quel délai, quelle stabilité? Parce que qui dit mise à jour dit problème de compatibilité. Est-ce que tous les plugins que vous utilisez aujourd'hui seront compatibles avec Gutenberg? Peut-être, peut-être pas. En vrai, il y a de grandes chances. Normalement, les mecs font ça à peu près bien. Il y a une rétrocompatibilité qui est quand même très très bonne. Mais ça n'empêche pas de tester. C'est peut-être aussi pour certains clients un peu ancestraux l'occasion de proposer une refonte. Je connais des gens que ça peut intéresser. Ça va avoir aussi un impact sur la maintenance des sites qui sont déjà en place. Aujourd'hui, vous avez vendu un site sous WordPress 4, etc. Vous le maintenez, vous le mettez à jour, etc. Il n'y a pas de problème. Simplement, si jamais ça pose un problème avec la mise à jour 5.0, comment vous répercutez en fait ce coût de migration, ce coût de mise à jour? Est-ce que vous l'absorbez? Est-ce que vous le faites payer au client? Voilà. Il y a des décisions, en vrai, il faut anticiper, il y a des décisions à prendre. C'est pas, voilà, il n'y a pas de quoi paniquer. Normalement, ça va très bien se passer, mais il faut tester un petit peu en amont et pas se retrouver le bec dans l'eau à la fin. Ça veut dire qu'on va avoir des clients aussi qui vont avoir une nouvelle interface, des choses qu'ils ne maîtrisent pas encore, des choses avec lesquelles ils ne sont pas rodés. Parce que vous formez un client sur un truc type Word, aujourd'hui, on a très peu qui n'ont jamais utilisé le traitement de texte de leur vie. Un système de construction bloc, à mon avis, ça va être un poil moins instinctif. Donc, plus dur à former, peut-être plus long, ou pas. Il y en a pour qui ça sera plus logique, plus simple. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a des gens qui vont oublier. Donc, ça veut dire que vous allez potentiellement augmenter votre temps de support. C'est-à-dire le client qui va vous appeler, alors oui, je veux rentrer un article, mais je ne sais plus comment on fait ceci, comment on fait cela. Voilà. Donc, ça veut dire laisser le téléphone décrocher. Ça veut dire aussi que vous avez des clients qui s'improvisent graphistes. Voilà. Et on se retrouve avec des jolies mises en page pleines de couleurs. Donc ça veut dire qu'avec ce nouveau système, qu'on ne maîtrise pas forcément encore,
qui n'est pas arrivé encore à pleine maturité. Ça veut dire qu'il va falloir regarder aussi comment on l'intègre, comment on le gère en interne pour forcer la charte graphique, c'est forcer le client à la respecter, faire en sorte qu'il ne puisse pas non plus aller faire des trucs complètement farfelus. Faire attention à ce qu'il soit obligé de hiérarchiser son contenu. Là, je pense aux référenceurs, parce que bon, si on commence à mélanger tous les niveaux de titres, ça risque d'être... si on commence à avoir des titres de niveau 2 qui arrivent avant des titres de niveau 1, il n'y a plus de logique. Et là, pour le référencement, c'est cadeau. Par contre, un petit point positif, pour les plus geeks, les rich snippets. Donc là, c'est des petits morceaux de code qui facilitent aussi le référencement et la compréhension par Google en fait, et autres consorts de notre contenu. Ça pourra se faire de manière beaucoup plus simple. Donc voilà, quelques avantages, quelques inconvénients. Pour les équipes en interne. Donc voilà, on parlait de compatibilité, faire attention, voilà, est-ce que ça va tout péter ou pas. Pour l'instant, les bonnes nouvelles, c'est que parmi les 3 plus gros plugins utilisés, on a ACF, Yoast et Elementor qui annoncent une compatibilité à 100%. Donc c'est le ACF Advanced Custom Fields qui vont permettre de générer des champs personnalisés pour chaque page ou chaque article, qui vont pouvoir vous permettre de moduler vos données un petit peu comme vous voulez. Yoast, qui est un plugin pour vous aider à faire du référencement, et Elementor, qui est un page builder, voilà, qui sera compatible avec Gutenberg. Vous avez fait des développements spécifiques si vous avez des développeurs, ou vous les avez fait faire en externe. Maintenant, c'est est-ce que les développements spécifiques que vous avez faits seront compatibles avec Gutenberg. S'ils ne concernent pas l'édition de contenu, la rédaction d'articles, vous avez 99,9% de chance que oui. Si ça concerne la rédaction d'articles, faites gaffe quand même. On n'est jamais trop prudent. Si le risque aussi sur les développements spécifiques, c'est pour ceux qui interviennent sur le changement de mise en page sur la partie administration. Ceux qui font vraiment des modifs de mise en page sur la partie administration risquent d'avoir des problèmes. Il faut être particulièrement prudent avec eux. C'est peut-être l'occasion aussi de changer de stack de plugins. Aujourd'hui, c'est vrai que le WordPress, ça fait longtemps que c'est sur le marché. Toutes les agences, tous les développeurs ont pris un petit peu leurs habitudes. On a nos petits plugins préférés, on installe un WordPress, on installe nos 5-6 plugins de base et après on regarde ce qu'on a besoin. Ces 5-6 plugins de base, est-ce qu'il ne faut pas les revoir? Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de remuer un petit peu tout ça et de se dire, finalement, avec Gutenberg, est-ce que celui-là serait pas mieux? C'est peut-être regarder aussi ce qui se fait. Parce qu'on a pris des habitudes et des fois, on ne regarde pas ce qu'il y a de nouveau qui sort. Parce qu'on a nos petites habitudes, on sait que ça marche. Donc on ne va pas aller vers la nouveauté. C'est peut-être l'occasion aussi d'aller par là et de voir qu'il y a des choses sûrement qui se font bien mieux avec d'autres outils. Pour les plus peureux, ou pour ceux qui auront des problèmes de mise à jour, il existe déjà un plugin qui s'appelle Classic Editor, à noter dans vos tablettes, qui vous permettra, une fois installé, de ne pas bénéficier de Gutenberg. C'est-à-dire que même quand WordPress 5.0 sortira, vous installez ce petit plugin-là, et Gutenberg disparaît. Il fallait commencer par ça. T'as fait des développements spécifiques? Peut-être. Pour les rédacteurs, ça va être à peu près... je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez déjà devinées quand je vous ai présenté l'interface. C'est qu'on va avoir des choses, des mises en page modulaires. Vous allez pouvoir changer au fur et à mesure de façon plus simple, construire de façon plus simple. La prise en main de l'interface ne va pas être plus simple par contre. On se met d'accord, et à un moment donné, il va y avoir un petit temps d'adaptation, surtout que l'interface aujourd'hui, elle n'est pas finie. Ergonomiquement, il y a encore des problèmes, il y a des petites choses où ça pourrait être fait de façon plus simple. Ils sont encore en train de bosser dessus, il faut leur laisser une chance. Ne criez pas au scandale, s'il vous plaît. Donc des mises en page plus robustes, ce système de blocs qui va éviter les images qui sautent à droite à gauche,
comme c'est le cas, comme ça peut être le cas aujourd'hui, surtout en responsive. Des contenus riches simplifiés, effectivement, vous pourrez insérer des blocs de formulaires, des blocs d'images, des blocs de vidéos et autres de façon plus simple, avec pas de shortcode, pas de bricolage en fait. Vous n'aurez pas besoin de bricoler sans cesse entre la vue texte et la vue code pour faire un truc vraiment calé au millimètre. Donc faire attention au responsive, toujours parce que qui dit mise en page complexe dit responsive complexe à anticiper. Pour les designers, l'avantage c'est que ça va vous permettre de penser, enfin l'avantage ou le désavantage, je pense que ça dépend des écoles. Ça va vous permettre de penser encore une fois de manière modulaire. Si je vous parle de Style Guide, normalement ça doit vous parler. Voilà, c'est qu'en fait on va pouvoir penser ces blocs de manière indépendante, de designer des composants plutôt que des mises en page. C'est-à-dire une galerie d'images, ça doit ressembler à ça. Après, c'est prévoir aussi les contextes. Une galerie d'images, en pleine page, en pleine largeur, ça doit ressembler à ça. Par contre, si elle est sur une demi-largeur, le design va peut-être changer. C'est anticiper ces cas de figure, mais on va les penser pas pour sur une page produit, ça va s'afficher comme ça. Sur un article de blog, ça va s'afficher comme ça. En fait, c'est de penser un composant, comment il va s'afficher, peu importe le contexte. Et ensuite, c'est des compositions de composants. Et là, normalement, si tous les composants ont été bien pensés à la base, ça roule tout seul. Il n'y a plus besoin de design. Pareil pour les développeurs, vous stylez un composant, peu importe où il se place après, pas besoin d'aller rebricoler, de remettre des bouts de scotch pour que ça colle comme il faut. Donc on va se rapprocher vers des designs un peu plus réutilisables. Une petite note pour les page builders. C'est qu'en fait, qui ne sait pas ce que c'est qu'un page builder ou qui ne voit pas trop le concept. Ça va. Donc, en voilà quelques-uns qui sont sur WordPress, donc Divi, Elementor, Beaver, Cornerstone et Visual Composer. Donc voilà, ça permet de construire des pages en assemblant des blocs, en les imbriquant les uns dans les autres. Bizarrement, ça ressemble un petit peu à ce que fait Gutenberg. Donc voilà, pourquoi aujourd'hui les page builders ne sont pas voués à disparaître tout de suite. C'est que, en fait, donc, on parle de contenu dans le cas de Gutenberg et on parle de contenant dans un cas de page builder. J'ai pris un site au hasard et en fait, la partie qui est verte, c'est le contenu. C'est ce que permet d'éditer Gutenberg. Avec Gutenberg, on va créer cette partie-là de la page. Tout le reste, c'est géré soit à la main dans votre thème, soit c'est géré avec un page builder. Donc en fait, on ne touche pas du tout aux mêmes parties du site. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction à utiliser un page builder pour construire tout ce qu'il y a autour et d'aller utiliser Gutenberg pour construire l'intérieur, vraiment le contenu de votre page. Après, à terme, s'ils tiennent leurs promesses, effectivement, on utilisera potentiellement Gutenberg ou quelque chose de très 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 similaire, basé techniquement sur les mêmes technos, pour construire l'entièreté de la page. Voilà. Maintenant la question c'est est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous serez prêts? Attends. Ne vous inquiétez pas, ils vont traîner. Est-ce que vous avez des questions?